peut-être éteindre le vôtre. Voilà. Merci beaucoup. Pour des questions de temps et le timing du déjeuner, nous allons passer à la table ronde suivante sur la bande dessinée et la culture générale, mais les auteurs restent présents, dédicaceront leurs livres de culture générale et vous verrez comment ils ont réglé leurs angoisses. Donc on appelle Catherine Maury, Stéphane Euet et Jean-Robert Pitt. Non, c'est en Belgique. Donc pour cette table ronde et pour l'exposé suivant, nous avons décidé cette fois de quitter un peu le domaine des encyclopédies ou des dictionnaires et d'aller vers les nouveaux formats de culture générale qui existent, notamment la bande dessinée et les jeux vidéo historiques qui viendront après. Et quoi de mieux pour illustrer cette culture générale par la bande dessinée que déjà l'incroyable histoire de la littérature française aux arènes, dont Catherine Maury, étant prof de lettres par ailleurs et ayant pu se libérer de sa classe ce matin, va nous expliquer comment elle a fait pour aussi relever ce défi sans doute angoissant d'écrire en BD la littérature française. Et ensuite, nous aurons le très célèbre Stéphane Euet qui est à ma gauche et qui, lui, a... Veux-tu bien me passer le livre, Jean-Robert ? Qui, lui, a fait, merci, les BD de Proust, pas l'intégrale, mais enfin, à la recherche du temps perdu, en BD, primé par l'Académie française, qui donnera aussi son témoignage et comment son livre a été reçu dans le public et perçu par le monde des littéraires classiques. D'ailleurs, Luc Fraisse, qui est spécialiste de Proust, professeur de littérature, n'est pas là, mais m'a donné un texte en me demandant de le lire. Mais ce sera après votre présentation, Stéphane. Allez-y, Catherine. Eh bien, tout d'abord, un grand merci à Olivier Houdet de me donner l'occasion de vous présenter notre travail à Philippe Bercovici et moi-même. Tout à l'heure, M. Xavier Darcos nous parlait de Rimbaud. Il y a un siècle et demi, Arthur Rimbaud se faisait gifler par sa mère pour avoir lu un livre. Alors bien évidemment, ce n'était pas n'importe quel ouvrage, c'était le roman d'un dépravé, d'un ennemi de l'autel et du trône, d'un certain Victor Hugo. Comme vous le savez, à cette époque, Les Misérables figuraient à l'index des livres prohibés par l'Église, tout comme Le Lys dans la vallée, Le Rouge et le Noir ou encore Madame Bovary. Aujourd'hui, ce sont des classiques qu'on étudie au lycée. Ils ont donc perdu le goût du fruit défendu et pris l'amertume des lectures imposées. C'est en partie pour cette raison que Philippe Bercovici et moi-même avons écrit L'incroyable histoire de la littérature française. L'idée, c'est de rendre la littérature attrayante, de proposer un livre amusant et qui donne envie d'en ouvrir beaucoup d'autres. Pour cette raison, nous avons opéré 4 choix. Premier choix, celui donc des auteurs. Donc vous voyez le sommaire qui s'affiche ici. Dans la première édition en 2019, nous avions 30 auteurs qui tous sont entre le XVIe et le XXe siècle. Ce sont les auteurs les plus étudiés au lycée. Dans la deuxième édition en 2022, nous avons rajouté 4 auteurs supplémentaires. Une troisième édition devrait voir le jour en 2024. Il manque encore des auteurs. Il en manquera toujours. Un livre agréable à lire, c'est aussi un livre agréable à manipuler, et donc ça ne peut pas être un parpaing. Deuxième choix, le choix de la narration. Alors, pour chaque auteur, nous sommes passés par la biographie. Pourquoi ? D'une part, pour les désacraliser, pour les humaniser, pour les rendre moins impressionnants. Vous avez par exemple ici un extrait donc du chapitre sur Marivaux. C'est la réception de Marivaux à l'Académie française. Et donc c'est l'archevêque Languet de Gergy qui prononce le discours de réception de Marivaux et qui explique à Marivaux qu'il a été choisi non pas tant pour la qualité de ses œuvres, mais pour l'amabilité de son caractère, et que de toute façon, le choix devait s'opérer entre ce philosophe de Voltaire, philosophe étant à prendre ici avec tout le mépris possible, bien sûr, et Marivaux, et donc on a voté contre Voltaire plus que pour Marivaux. Autant vous dire que Marivaux a été très vexé et qu'il a même demandé publiquement satisfaction à l'Académie. Donc,
Premier avantage de la narration, c'est donc de désacraliser les auteurs. Deuxième avantage, contextualiser. C'est une forte injonction de l'éducation nationale de replacer les œuvres dans le contexte littéraire et historique. Donc pour chaque auteur, bien évidemment, par exemple pour Zola, on a parlé de l'affaire Dreyfus, pour Voltaire de l'affaire Calas, pour Rabelais de la censure, etc. Enfin, pourquoi la narration? Eh bien pour le plaisir, à savoir que tout le monde aime entendre raconter des histoires. Philippe Bercovici et moi-même avons émaillé notre bande dessinée d'anecdotes que nous avons choisies pour leur caractère significatif. Vous voyez ici donc un extrait du chapitre sur Baudelaire. Baudelaire se teignait les cheveux en vert. Ça peut paraître un peu anecdotique, ça ne l'est pas. C'est une des manifestations de son dandysme. Vous savez qu'il définissait le dandysme comme le plaisir d'étonner et la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné. Et donc, voilà, c'est une des raisons c'est la raison pour laquelle il se teignait les cheveux en vert. Nous avons raconté avec Philippe les biographies des auteurs, mais également nous avons résumé leurs œuvres principales et aussi des œuvres moins connues. Par exemple, pour La Fontaine, nous avons parlé des contes licencieux, qui étaient tellement connus au XVIIe siècle qu'ils sont beaucoup moins aujourd'hui, parce que depuis le début, je vous parle des lycéens, je vous parle des élèves, mais bien évidemment, c'est un livre qui s'adresse à un public beaucoup plus large et il fallait que chacun puisse y trouver son compte. Après le choix de la narration, le choix de la bande dessinée. Pourquoi la bande dessinée? Tout d'abord pour son expressivité. La bande dessinée, bien sûr, dispose d'une double palette, à savoir le dessin et le texte. Ensuite, pour son caractère attrayant. Les lecteurs poussifs sont moins réticents à ouvrir un livre illustré qu'un ouvrage non illustré. Troisième objectif, eh bien, la bande dessinée est plébiscitée par la jeunesse. Peut-être pour la même raison qui a poussé jadis Rimbaud à ouvrir Hugo, à savoir que longtemps, elle est restée un fruit défendu. Alors vous voyez dans cet extrait du chapitre sur Sartre, la double vie, vous savez que Sartre raconte dans les mots la double vie qu'il a menée dans son enfance, à savoir que dans sa vie officielle, sous les yeux admiratifs de sa famille, il lisait le Cid, et dans sa vie officieuse, eh bien, il jetait le Cid par-dessus son épaule pour se plonger dans les pieds nickelés. Voilà, donc la bande dessinée a aussi le plébiscite de la jeunesse. Et encore, dernier avantage de la bande dessinée, elle permet d'associer à un concept une image. Or, c'est une bonne façon de mémoriser. Je vous parlais tout à l'heure des cheveux verts de Baudelaire. C'est une image assez marquante et donc qui permet de retenir cette idée du dandysme de Baudelaire. Comment se fait une bande dessinée? Comment avons-nous fait, Philippe Bercovici et moi-même, pour faire une bande dessinée? Donc, en amont, bien sûr, c'est le scénariste, en l'occurrence moi-même, qui commence. Un texte de bande dessinée s'apparente à un texte de théâtre. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des dialogues, c'est ce que vous voyez dans les bulles. Il y a aussi de la narration, bon, ça c'est un petit peu moins théâtral, c'est ce qu'il y a dans les cartouches. Et surtout, dans un scénario, il y a la description de l'image. Ça, c'est très important. Alors, je vais essayer de manipuler cette petite souris. Donc, vous voyez là, dans la deuxième case, vous voyez que la vie officieuse de Sartre n'est pas explicitée par des mots. Il y a simplement donc le cartouche, là, bon, j'y arrive pas du tout, le cartouche en haut qui dit vie officieuse. Et pour savoir en quoi consiste cette vie officieuse, il faut analyser l'image. C'est l'image qui vous donne l'information. Donc, dans une bande dessinée, il y a constamment des va-et-vient entre le texte, l'image, le texte, ce qui rend la bande dessinée dynamique, ce qui oblige le lecteur à être actif, à participer à la construction du sens. Le lecteur doit chercher dans l'image les sous-entendus du texte. Et ça, c'est très important, parce que si le scénariste ne décrit pas l'image, eh bien l'image est redondante. Et si c'est redondant, c'est ennuyeux, bien sûr. Après le scénariste, c'est le dessinateur qui prend le relais, donc en l'occurrence Philippe Bercovici. Philippe Bercovici, c'est le metteur en scène. Il va choisir l'identité visuelle des personnages, il va choisir le décor, il va choisir les accessoires, l'éclairage, le point de vue.
Une fois que ces dessins sont terminés, c'est le coloriste qui se met au travail. Donc c'est notre enlumineur, en l'occurrence c'était Isabelle Lebeau et Christian Leroll, qui vont donc mettre en couleur les images en noir et blanc de Philippe. Dernier intervenant, un lettreur qui va choisir la police la plus adaptée pour que le texte soit lisible. Donc vous voyez que c'est véritablement un travail d'équipe, une bande dessinée. Dernier choix que nous avons opéré donc, pour cette bande dessinée, le choix d'un ton humoristique. Alors en prélude, je vous propose cette phrase d'Erasme, c'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. Pourquoi l'humour? Le rire est très important chez les Grecs. Alors oui, enfin, je vous parle des Grecs parce qu'après ça, je vous parle des Grecs aussi. Hein, et Monsieur Darcos, ici présent, qui a préfacé un ouvrage des belles lettres consacré au rire chez les Gréco-romains, ne me contredira pas. Dans notre bande dessinée avec Philippe, nous avons recouru à toutes les formes d'humour. Là, vous voyez la planche sur Blaise Pascal qui s'affiche. Alors, il y a par exemple dans la case 3... Non, décidément, j'y arrive pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, dans la case 3, on voit le père de Pascal, qui est le professeur de mathématiques, qui donne une colle mathématique à ses enfants. Et dans la case 5, l'élève a dépassé le maître, puisque c'est Blaise Pascal qui pose une question beaucoup plus ardue à son père. Donc, petit retournement de situation. Dans la case 4, on a un comique de geste avec l'expression du visage de Pascal. Dans la case 6, un comique de mots avec la paronomase conique. Dans l'avant-dernière case, un comique lié à un anachronisme avec l'arrivée incongrue de Superman. Il y a aussi du comique de caractère, du comique de répétition. Pour le comique de caractère, notre gratitude va à tous ces grands écrivains qui se sont ingéniés à nous faciliter la tâche. Je pense par exemple à Balzac qui infatigablement inventait de nouvelles stratégies d'enrichissement et qui immanquablement finissait toujours par s'endetter un peu plus. Dernier élément, à partir de cette bande dessinée, vous parliez tout à l'heure des youtubeurs, c'est un point que j'ai oublié, dont on a oublié de parler à Olivier Houdet. Nous avons avec Philippe réalisé des capsules vidéo pour le bac de français. Donc ce sont des petites capsules qui durent 10 minutes. Chacune est consacrée à un auteur au programme du bac de français. Elles sont disponibles sur la chaîne YouTube des Arènes du Savoir. Et le but, c'est de donner le bagage culturel minimum en 10 minutes sur un auteur. Pour conclure, eh bien, je ne résiste pas à vous présenter notre dernier ouvrage qui sort dans une quinzaine de jours, le 23 mars. Donc, il s'agit toujours de plaire et d'instruire, mais cette fois avec la mythologie grecque. Nous résumons dans ce livre les mythes essentiels à la culture générale, donc Prométhée, Pandore, Persée, Narcisse, Oedipe, Antigone, Héraclès, Thésée, l'Iliade, l'Odyssée, l'Orestie, Orphée, Midas. Et pour conclure, je termine par ce dessin issu de notre bande dessinée qui représente la naissance d'Athéna, protectrice de l'Institut de France. Merci beaucoup, Catherine. Alors, Athéna, c'était une commande. Merci. Luc Fraisse, professeur de littérature moderne, est retenu à Strasbourg, mais m'a demandé de lire quelques mots en introduction à Stéphane Heuet, donc auteur de la bande dessinée de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, très nombreux